Bien, bonjour à tous. Donc nous voici pour la suite du chapitre sur la reproduction et milieu de vie. Donc pour suivre ce cours à distance, je vous invite, lorsqu'il y a les petits logos à écrire, de marquer un temps de pause sur la vidéo et ensuite de marquer des potentielles questions qui me seront adressées lors de mon retour la semaine prochaine. Donc, pour commencer, un petit rappel. Donc, nous avons vu auparavant que du coup, il y avait trois grandes catégories de stratégies de reproduction du coup. Et nous avons vu la première partie que c'était la vie. Qu'est-ce que c'était la viviparité? Donc, je rappelle que la viviparité, c'est quoi? C'est tout simplement l'embryon qui est l'issue de la fécondation du coup se développe à l'intérieur de la mère et la mère du coup alimente ce dernier par le cordon ombilical, par le dioxygène et par du coup les nutriments nécessaires à sa croissance. Alors aujourd'hui, nous allons voir tout ce qui est l'oviparité. Donc je vous invite à marquer le titre de petit b, l'oviparité, dans votre cahier. Alors, qu'est-ce que l'oviparité? Eh bien, l'oviparité, c'est quoi? C'est tout simplement une stratégie de reproduction d'une espèce où l'ovule arrive à maturation au sein de la femelle et ensuite est pondu sous forme d'un œuf. Alors, il y a deux grandes catégories d'œufs. Donc, les premiers que vous voyez à l'écran sont les œufs qui sont considérés comme durs. Et donc, l'autre partie qu'on verra ça ultérieurement, ce sont les œufs spongieux. Donc, la majeure partie des oiseaux sont du coup ovipares. Pareil pour tout ce qui est reptiles, euh, araignées, insectes, poissons, tout ce qui est limaces, escargots, etc., etc. Alors, comment arrive-t-on à la maturation de cet embryon? Eh bien, tout simplement, il faut qu'il y ait une fécondation avec un mâle pour que du coup l'embryon arrive à se développer. Donc s'il n'y a pas de spermatozoïdes qui arrivent à l'ovule, donc par la reproduction de ces derniers, eh ben, il y a de toute façon l'ovule qui est éjecté sous forme d'œuf. Donc c'est pour ça que nous mangeons des œufs. Donc ils ne sont pas fécondés, mais donc du coup, il n'y a pas fécondation, et ben de toute façon, si on prend l'exemple d'une poule pondeuse, et ben la poule pondeuse en bonne forme peut pondre un œuf par jour. Et donc il faut compter entre 18 et 24 heures entre l'ovulation et la ponte. Donc même si à fécondation, et ben il y aura un œuf qui sortira ou du coup de la femelle et donc l'embryon se chargera de grandir à l'extérieur, mais dans une enveloppe protectrice qu'on appelle du coup la coquille. Qu'est-ce que c'est? Et bien tout simplement, la coquille, comme vous voyez sur ce schéma-là, et ben la coquille protège l'embryon des menaces extérieures. Donc c'est-à-dire comme quoi elle est constituée à l'intérieur forcément de l'embryon, avec les réserves nutritives qui est le blanc de l'œuf, et donc du coup une petite membrane coquillère qui permet du coup de laisser passer le dioxygène pour du coup que l'embryon puisse respirer. Donc l'embryon, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement peut respirer par cette petite membrane que vous pouvez voir quand vous cassez un œuf. Alors, c'est dans tous les cas, ceux qui pondent des œufs sont toujours accompagnés de cette membrane qui permet du coup de faire respirer l'embryon. Donc la cellule d'air que vous voyez par exemple ici sur ce dessin. Alors, donc du coup, si on reprend toujours notre exemple de la poule, alors
Donc du coup, comment se développe l'embryon dans la coquille? Et bien tout simplement, dans le premier jour, vous allez apercevoir une petite tache blanche qui sera visible sur l'ovule. Au bout du 4e jour, vous allez voir l'apparition des différents vaisseaux sanguins. Et le 7e jour apparaît du coup les différents organes avec du coup les yeux. Et le 11e jour, on peut distinguer les membres et des différents membres et le bec. Pour arriver le 14e jour sur du coup les dernières réserves nutritives qu'elle peut absorber l'embryon pour naître au 20e jour. Alors pour cela, pour voir un peu ce qui fait les petites expériences, il y a une petite vidéo que je vous invite à voir, soit en tapant cette adresse-là sur YouTube, ou soit en visionnant la suite de cette vidéo. おや皆さん卵で何かやってますね。調理用ラップを伸ばしてプラスチックのコップにセット。そして何か美味しいものを作ってくれるのかな。料理じゃないんですよこれ。料理じゃないんですよ。じゃあ何？鶏を生まれさせるための作業です。この状態からそうです、この状態から生まれます。本当です。ひよこがピヨって生まれてくる。実は彼女たちはこちらの高校の生物部。なんとラップを使った方法で世界初殻なし卵からヒナを返すことに大成功。海外の研究者も注目しているんです。早速その様子見せてもらいましょう。とその前にちょっとクイズ。皆さんひよこになるのは卵のどの部分か知ってます？いやもうね君のねじゃないですか。正解は卵黄ではなくこれ直径わずか3ミリの胚盤です。では卵を温めましょう。3日目。うわーすごいね動いてる。早くも心臓が生まれて動き始めました。うわ5日目。いやすごい。先生も思わず素晴らしい映像だな。すごすぎ。そうこうしているうちにどんどん成長してすごいな。手羽先だ。手羽先だ。21日目、本当に殻なし卵からヒナが帰っちゃいました。すごくない？こっちだよ。おいで。来たか来たか。うわ早い早いわ。Nous sommes de retour, donc du coup vous avez pu voir le poussin qui a éclos à l'intérieur d'un papier cellophane. Et donc du coup vous pouvez constater qu'au fur et à mesure des données qui ont été rapportées, et ben, que le poids de l'embryon augmente au fur et à mesure que les jours passent. Et le poids de la coquille ainsi que le jaune et le blanc d'œuf perd au niveau de la masse. Alors comme je disais auparavant, bah, tout simplement, la seconde partie, eh ben, c'est les œufs spongeux. C'est quoi? C'est tout simplement ceux qui sont dans le milieu aquatique. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une coquille qui soit dure. Et donc du coup, nous pourrons voir que par exemple pour les amphibiens, par exemple pour les grenouilles ou les différents poissons,
eh ben, ce sont des corps spongieux. Et à l'intérieur se développent les différents embryons. Alors, que ce soit les œufs durs ou les œufs spongieux, nous avons une période du coup de développement entre la ponte et l'éclosion qui est appelée la période d'incubation. Alors la période d'incubation, c'est quoi? C'est tout simplement la période qui désigne le processus par lequel les animaux, les ovipares, couvrent leur corps et par leur corps et les œufs pour entretenir la chaleur qui fait éclore la couvée. Donc du coup, la couvaison inclut tous les animaux, que ce soit invertébrés, comme par exemple comme pour les vertébrés, pardon. Et le premier comportement que nous pouvons observer ici, c'est tout simplement que du coup les parents laissent les œufs derrière eux. Donc il n'y a pas de contact directement avec les parents. Les œufs sont laissés libres aux prédateurs de les manger ou pas. Donc c'est le cas par exemple des tortues ou par exemple le cas des différents reptiles comme par exemple les serpents. Alors la tortue du coup sort de l'eau pour pondre dans le sable, fait un nid pour protéger ces derniers et retourne à la mer. Ou alors, comme par exemple un manchot empereur, le manchot empereur, lui, va couver du coup son petit jusqu'à arriver à maturation et va lui donner les premiers éléments nutritifs à son besoin alimentaire. Donc en règle générale, que ce soit les corps, les corps mous ou les œufs durs, et ben, la règle générale, c'est qu'elles sont couvées entre 11 à 60 jours. Cela dépend de l'espèce. Vous pouvez d'ores et déjà noter la définition de ce qu'est l'oviparité. Lors d'une période d'incubation, une espèce est ovipare et lorsque les femelles pondent des œufs fécondés, se terminera à l'extérieur, protégée par une coquille contenant l'embryon et des réserves nutritives stockées au préalable dans la cellule œuf. Certaines espèces abandonnent dès la ponte les œufs, comme par exemple chez les reptiles, ou bien ils peuvent être couvés afin de les garder au chaud. Donc quelques définitions à savoir. La période d'incubation, donc c'est la période de croissance embryonnaire dans l'œuf. Et l'embryon, c'est le premier stade du développement dans un œuf. Et nous allons voir tout de suite le petit c, l'ovoviparité. On va voir ensemble ce que c'est l'ovoviparité. Eh bien, une espèce ovoviparité, c'est un mélange de viviparité et d'ovipare. C'est-à-dire comme quoi les œufs restent à l'intérieur de la femelle et vont éclore du coup à l'intérieur de la mère. Dès l'éclosion de ces œufs, en fait la mère va expulser ses petits déjà vivants, mais sans qu'il y ait une petite gestation. Donc c'est-à-dire comme quoi les nouveau-nés sont livrés directement à eux-mêmes. Ils peuvent même être mangés par la mère elle-même. Les oviparités sont présents notamment chez les poissons, d'accord? Donc tout ce qui est grand poisson ou petit poisson, c'est toujours le même cas. Quelques reptiles, par exemple chez les orvets ou la vipère, et des invertébrés comme ce qu'on appelle la littorine des rochers. C'est ce que vous avez notamment quand vous baignez auprès des rochers sur la plage. Donc c'est ce qu'on appelle la littorine des rochers. Allons voir tout de suite une vidéo sur l'exemple des requins taureaux auxquels les petits se dévorent entre eux, même avant leur naissance dans le ventre de la mère. Donc je vous invite à recopier ce lien
sur internet, ou soit d'attendre directement la suite de cette vidéo. Le requin-taureau. Ce squale de nature paisible peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Il vit dans les eaux chaudes du globe, dont il arpente les littoraux en quête de proie. Malgré sa mâchoire terrifiante hérissée de dents aiguisées, ce requin a la réputation d'être relativement inoffensif. Le véritable combat se livre à l'intérieur des femelles pleines. Demian Chapman étudie cette espèce depuis plus de 6 ans. Dans les années 70, les biologistes ont commencé à s'intéresser au mode de reproduction des requins-taureaux et ils ont remarqué que les femelles donnaient naissance à seulement 2 petits. Mais dans les premiers stades de la gestation, ils comptaient toujours entre 12 et 14 embryons. Alors ils ont voulu comprendre ce qu'il advenait des embryons manquants. Ce qui les a mis sur la piste, c'est quand un des chercheurs a palpé l'utérus d'une femelle morte et qu'il s'est fait mordre par l'un des embryons. Les échantillons ADN ont permis d'identifier un phénomène de paternité multiple chez les embryons. La portée grandit à l'intérieur de 2 utérus distincts. Chaque poche utérine contient jusqu'à 7 embryons. Le premier embryon à sortir de l'œuf a souvent un peu d'avance sur les autres en termes de croissance. Par exemple, ses dents et ses yeux apparaissent plus vite. Alors il en profite pour se mettre à dévorer ses frères et sœurs. On parle de cannibalisme intra-utérin. Donc, retenez l'essentiel sur les 3 méthodes de protection. Donc, dès qu'il y a une coquille, c'est une espèce qui est ovipare, espèce qui pond des œufs. Donc, le second, dès qu'il y a un organisme qui se développe à l'intérieur de la mer, eh ben, c'est ce qu'on appelle la viviparité. Le mélange des deux, c'est l'ovoviparité. Donc, c'est l'espèce dont l'embryon se développe dans l'œuf, qui éclot à l'intérieur de la mer et donne naissance à un être vivant qui est tout à fait formé. Vous pouvez noter ceci dans votre cahier. Et donc, du coup, j'attire votre attention sur le fait, vous pouvez noter la définition de l'ovoviparité à la suite dans votre cahier. Donc, du coup, dès que ça sera fait, vous pouvez chercher la suite chez le surveillant auquel vous devez coller le document, l'activité qu'il faudra faire au crayon papier. Et donc, merci de mettre une grande pause pour effectuer cette activité et à noter les différentes parties de la fleur et retrouver les différentes définitions. Nous sommes de retour pour du coup faire la correction des différents organes de l'appareil reproducteur chez les végétaux. Donc nous voici dans un nouveau grand thème de ce chapitre-là. Nous allons commencer maintenant tout ce qui est végétaux. Donc à voir ensemble si vous souhaitez avoir une petite interrogation sur la partie des animaux. Alors, pour faire un petit rappel de la 6e, vous avez normalement dû voir les différentes parties d'une fleur. Et ben, le premier qui sera à noter ici, c'est ce qu'on appelle l'antère. Donc c'est là où contient
le pollen. Donc c'est ce qu'on appelle plus communément le sac à pollen. Ensuite, la protection des différents organes, c'est les pétales. La partie des organes femelles, eh ben, c'est ce qu'on appelle le pistil qui est ici. Les différentes étamines, qui est la partie mâle et qui sont du coup l'appareil reproducteur qui est le plus élevé. Du coup, on verra ça il y aura ce qu'on appelle l'autofécondation. À l'intérieur du pistil, nous avons les différentes ovules qui sont éjectés par l'ovaire. Et l'ovaire est protégé par ce qu'on appelle, au niveau du réceptacle floral, on appelle ça, du coup, cette protection, les sépales. Je vous invite à faire l'exercice 2, si ce n'est pas déjà fait, de relier les différentes définitions au bon nom. Nous allons voir ensemble les mots qui correspondent aux différentes définitions. Donc dans un premier temps, les sépales c'est quoi? C'est tout simplement les éléments constitutifs de la base et présents sur les fleurs. Les pétales, ce sont les organes de la fleur qui permettent d'attirer les insectes pollinisateurs. Le pistil, c'est l'organe femelle de la fleur portant l'ovaire à sa base qui est renflé. L'étamine, c'est l'organe mâle de la fleur. L'ovule, élément sphérique contenu dans l'ovaire du pistil qui est à l'origine de la graine. L'ovaire, donc la partie du pistil qui contient les ovules. Et en dernier, le pollen, c'est la structure qui porte les différentes gamètes mâles de la plante. Et nous allons voir ensemble le petit a, l'autofécondation, et vous pouvez faire l'activité numéro 7, les questions 1 à 4 de la page 190-191. Alors, les différentes pages se retrouveront à faire pour la prochaine fois. Si vous avez le temps de le faire, vous pouvez poursuivre jusqu'à ici les questions, ou les questions seront à faire pour la prochaine fois qu'on se verra. Donc du coup les pages seront sur École Directe. Donc je vous invite du coup à faire ces 4 questions pour terminer ce cours. Donc merci d'avoir participé à ce cours. Donc n'oubliez pas d'écrire des questions qui sont venues directement durant cette heure-là. Et donc du coup je vous dis à la semaine prochaine. Passez un excellent week-end.